Je remercie monsieur le professeur Jean de Vigry d'être venu jusqu'à nous. Monsieur de Vigry habite dans le sud de la France, du côté de Toulouse ou Montauban, par là-bas. Donc il a fait une longue route pour venir nous parler dans ce cycle de conférences mensuelles. Monsieur de Vigry est universellement connu, c'est un grand historien, donc c'est un honneur pour nous de le recevoir dans notre école. Eh bien, c'est un honneur pour moi aussi de venir ici, de parler à un auditoire comme vous, et surtout un auditoire d'écoliers, d'élèves très avancés, très savants, mais enfin d'élèves. Et puis je remercie aussi les autres personnes, monsieur l'abbé, les abbés professeurs ici, mesdames, messieurs, chers amis. Je vais droit au but. Nous sommes des citoyens. Notre Constitution commence par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Notre hymne national commence par cet appel aux armes citoyens. Enfin, aujourd'hui, le mot citoyen qualifie tout Français qui agit, nous dit-on, dans l'intérêt collectif, et surtout favorise la diversité. Voilà. Il y a des banques citoyennes, il y a des assureurs citoyens, il y a des restaurants citoyens. Alors depuis quand sommes-nous citoyens? Nous sommes citoyens depuis peu de temps à l'échelle de l'histoire de la France. 225 ans seulement, ce n'est rien. Avant 1789, nous n'étions pas des citoyens, nous étions des sujets du roi de France. Un Anglais, un professeur de droit avec lequel je parlais il y a quelque temps, me dit « Nous ne sommes pas des citoyens », cet Anglais me dit cela. Nous sommes des sujets. Et ils ne me disent pas ça avec regret, ils me disent ça avec fierté. Nous ne sommes pas des citoyens, nous sommes des sujets. Ben nous sommes des citoyens. Et comment de sujets que nous étions, sommes-nous devenus des citoyens? C'est la question que je pose. Eh bien, nous le sommes devenus, vous le savez tous, en 1789, par la révolte, par les révoltes, et dans le sang. Par les révoltes, les philosophes des Lumières, je pense que tout le monde les connaît ici, avaient décrété que le régime monarchique, qui était le nôtre depuis plus d'un millénaire, était despotique et chimérique. Ils avaient décrété ça et beaucoup de gens les avaient crus. Les députés élus aux États généraux en 1789 se sont autorisés de la permission des philosophes. Ils avaient été élus au suffrage universel qui existait avant la Révolution. Tous les Français ont exprimé leur désir, ils ont élu des députés aux États généraux et ils ont été réunis par la volonté du roi et pour lui apporter leurs conseils. Eh bien, les membres des États généraux ainsi élus, dès leur réunion, dès leur première réunion, ont exprimé leur désir de donner une constitution à la France, qui n'en avait pas, disait-il. Alors, cette constitution existait depuis fort longtemps, et sans aucun mandat de leurs électeurs, sans aucune permission de leurs électeurs, ils se sont transformés en assemblée constituante. Ils ont changé le régime de leur propre volonté. Ils ont institué un nouveau régime, la monarchie constitutionnelle. Nous sommes en juin 1789, pas loin d'ici, à Versailles, dans la salle des menus plaisirs, que vous connaissez, c'est en face de Montreuil. En juillet, le mois suivant, c'est la révolte de Paris, qui succède à celle de Versailles. La révolte de la population parisienne. Je ne dis pas tout entière, mais presque tout entière. En juillet, 100 000 Parisiens prennent les armes et s'emparent, vous le savez, des deux forteresses royales, les Invalides, d'abord. Pourquoi les Invalides? Parce qu'il y a une réserve d'armes, de fusils. Alors ils prennent les Invalides, et avec les fusils des Invalides, avec les canons des Invalides, ils s'en vont vers la Bastille, symbole du despotisme royal. Ils s'en emparent, et ce n'est pas seulement pour changer le régime politique, mais surtout, chez les Parisiens, pour créer quelqu'un qui sera un être nouveau et qui s'appellera le citoyen. Donc l'initiative du citoyen, contrairement à ce qu'on croit très souvent,
vient de Paris et non de Versailles. Et c'est plus tard que Versailles va créer le citoyen légal. Ce citoyen que les Parisiens veulent créer, cet être nouveau, comme je l'appelle, cet être nouveau, cet homme nouveau, non, ne disons pas homme, disons être nouveau. Cet être nouveau, eh bien, il est né dans un bain de sang. C'est un départ assez malheureux. Les défenseurs des forteresses royales, la Bastille, les Invalides, ont fait leur devoir. Le roi leur avait demandé de défendre ces forteresses. Les forteresses sont assaillies, elles sont prises, et les défenseurs sont lâchement assassinés au mépris des lois de la guerre. Une fièvre de meurtre, cela est à souligner, anime les insurgés, anime ceux qui prennent la Bastille. On nous présente toujours cette prise de la Bastille comme un événement très heureux. En fait, c'est une série d'assassinats. Toute la journée, on a assassiné, on a tué. On a commencé par tuer les défenseurs de la Bastille. Tout ce qui était hostile ou semblait hostile à l'entreprise des insurgés devait mourir. Alors on les a pendus au réverbère pendant toute la journée du 14 juillet. On les a pendus au réverbère, on a coupé les têtes à même le sol avec des haches. On a assassiné le gouverneur de la Bastille. On amène M. Delaunay, qui est le gouverneur de la Bastille, on l'amène à l'hôtel de ville pour le juger. Et en arrivant au péristyle, plusieurs personnes entreprennent de le tuer à coups de sabre. Il se défend, il tire son épée, il se défend, et il finit par succomber. Et puis toute la journée, on commence à crier, ce cri qui aura tant de succès, les aristocrates à la lanterne, les aristos à la lanterne. Et ça, ce cri, on l'entendra longtemps. Ce n'est pas tout. Le 17 juillet, le pouvoir insurrectionnel de Paris, parce qu'on parle toujours de l'Assemblée de Versailles, mais on oublie la Commune de Paris qui est née avec cette révolte, qui est le nouveau gouvernement de Paris, et qui voudrait être le gouvernement de la France. La Commune de Paris oblige Louis XVI à venir s'incliner devant ceux qui ont assassiné ses serviteurs, ses soldats. Et Louis XVI vient s'incliner devant eux, devant les assassins de ses défenseurs. L'être nouveau, c'est cet assassin. Voilà. L'être nouveau, c'est l'assassin. L'assassin des défenseurs du trône, le défenseur des forteresses royales. L'un des membres de cette commune s'appelait Jean Dussault. Il faut retenir ce nom. Les historiens ne le citent presque jamais. C'était l'un des membres de cette commune. Il parle à propos de ces journées de Paris, de l'œuvre de 7 jours, parce que le désordre à Paris a commencé 7 jours avant le 14 juillet. Il parle de l'œuvre de 7 jours et d'une nouvelle genèse. Genèse, le commencement du monde. Il n'est pas loin de penser, ce Jean Dussault, que la création de l'être nouveau, du citoyen, est l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité, et nous pouvons être de son avis. Nous pouvons être de son avis. Le mois suivant vient la définition légale. Parce qu'il y a une correspondance continuelle entre Paris et Versailles. C'est très loin, comme encore aujourd'hui d'ailleurs. C'est très loin, mais enfin on peut arriver à joindre les deux villes. Il y a tout le temps des courriers entre Paris et Versailles, entre l'Assemblée et la Commune. Alors l'Assemblée se dit, Paris est en avance sur nous, l'Assemblée va définir ce personnage nouveau, cet être nouveau, c'est son travail. La Commune a autre chose à faire. Alors elle va donner une définition à cet être nouveau qui doit donner son nom au nouveau régime. Car nous ne sommes pas à Paris dans la perspective de créer un nouveau régime politique. Ce n'est pas ce que les Parisiens veulent. Ils veulent changer l'être humain. C'est ça qu'ils veulent. Ils ne pensent pas à la politique. Ils ne pensent pas à la démocratie. Ils pensent à l'humanité. Ils veulent créer un être nouveau. Et Versailles va donner dans ce sens. Et l'Assemblée de Versailles va donc voter le 26 août 1789. Cette fois-ci, vous voyez, nous avançons, nous sommes en août. Le 26 août 1789, après de longs débats, l'Assemblée constituante vote la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est encore inscrite dans notre Constitution. La Révolution française est une recréation de l'homme.
Et le régime politique n'est que le serviteur de cet homme nouveau, de cet être nouveau, je ne dois pas le dire homme. La politique n'est rien, la démocratie n'est rien. D'ailleurs, la démocratie existait déjà. Je rappelle que les États généraux ont été élus au suffrage universel. Ce qui explique, enfin, j'ai peur de m'éloigner de mon sujet, ce qui explique un certain mépris que les hommes politiques de la République éprouvent pour l'électeur, pour celui qui a voté, surtout s'il a mal voté. On ne le respecte pas. Ce n'est pas ça le but de la Révolution. Ce n'est pas ça le but de la République. Cet être nouveau est donc défini. Il est défini. Alors je me suis tourné vers les juristes, vers les grands professeurs de droit. J'en connaissais. Heureusement pour moi. Je ne citerai aucun nom. L'un d'eux, qui est très réputé, je dirais quand même qu'il est membre de l'Académie des sciences morales et politiques, me dit, mais mon cher ami, je suis en vacances, c'était au mois d'août, mais quand je vais rentrer à Paris, je consulterai mes livres et je vous enverrai tout ce qu'on en sait en droit sur les citoyens. Il va à Paris, il rentre et il me dit, non, j'ai rien trouvé du tout. Comment vous n'avez rien trouvé du tout? Non, finalement, les professeurs de droit ne s'intéressent pas du tout à cette notion de citoyen. Ah, vous serez le premier, me dit-il. Mais je ne suis pas professeur de droit. Et puis j'en ai consulté un autre par acquis de conscience. Il m'a fait une réponse analogue. Cet être nouveau est donc mal défini. Et moi, j'ai eu difficulté à savoir qui il était. Même en lisant 10 fois, 20 fois, 100 fois la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. J'en ai conclu que c'était un être bizarre, que cet être nouveau. Les juristes d'ailleurs n'ont jamais réussi à en donner une définition. Il a des droits en tant qu'homme, la liberté, l'égalité, la propriété. Il a des obligations en tant que citoyen, comme la formation de la volonté générale à laquelle il concourt, comme l'obéissance à la loi. Mais c'est tout, je ne trouve rien d'autre. Je sais aussi que les deux mots sont inséparables. Un spécialiste de la Révolution, Claude Nicolet, dit qu'on ne peut pas séparer les deux mots et que ces deux mots associés créent, dit-il, une nouvelle nature pour l'homme. Donc on est à la fois homme et citoyen et cela fait un être nouveau. C'est assez curieux, je me suis penché un peu sur cette analyse. Il est composé donc de l'homme et du citoyen, le premier doté de droits, le second soustrait à des obligations, et puis on les distingue, mais on ne les sépare pas, on ne les sépare jamais. Et c'est Nicolet qui nous le dit, il nous dit les deux mots sont inséparables, vous ne pouvez pas les séparer. C'est une association indissociable. Et cette association, je répète, c'est très important, crée une nouvelle nature pour nous, pour l'homme, et c'est pourquoi j'emploie l'expression dans tout mon livre d'être nouveau, qui existe encore, vous en êtes. Vous en êtes. Peut-être pas, mais enfin, théoriquement, vous en êtes. Alors, il est défini vaguement, mais son rôle est précisé de façon très étroite, très restreinte, mais très bien, c'est très bien fait. Son rôle est précisé au cours des années suivantes. On ne sait pas trop qui il est, mais on sait le rôle qu'il doit jouer. 90, 91, 92. Il est précisé que le citoyen sera toujours armé. Alors ça, évidemment, ce n'est plus le cas. Hein. Enfin, on y reviendra. Il est armé, il est en alerte permanente. Pourquoi? Parce qu'il y a des ennemis, des méchants, qui en veulent aux droits de l'homme et du citoyen. Il faut donc se défendre, il faut se battre contre eux. Il est en alerte permanente, et on a créé une troupe, dès le début, qui s'appelle la Garde nationale. Le premier jour de l'insurrection, le 14 juillet, à Paris, naît cette armée civile qui s'appelle la Garde nationale, et qui a pour fonction de protéger, de défendre, d'exalter, de faire connaître l'être nouveau, la Garde nationale. Au début, elle n'existe qu'à Paris, puis elle existe à Versailles. Les Versaillais tout de suite font une Garde nationale, et puis les autres grandes villes, et puis les villages, puis les bourgades. Les plus petits villages font des gardes nationales dès le mois de septembre. Oui, quelquefois, beaucoup en font le mois d'août.
Alors, le décret du 12 juin 1791, c'est-à-dire 2 ans plus tard, va décider que la garde nationale s'étendra au territoire tout entier. Donc tous les citoyens seront armés et feront partie de la garde nationale. Citoyens, c'est-à-dire les hommes, car les femmes ne sont pas citoyens. Hein, j'ai oublié de le dire, mais c'est quand même assez important. Oui, c'est important. Alors, vous savez que le 29 juin 1791, le roi Louis XVI, qui n'avait plus de pouvoir, qui subissait les avanies de l'Assemblée, le roi Louis XVI a voulu quitter Paris et se réfugier à Montmédy sur la frontière, où il a des troupes fidèles. Et de là, espère-t-il, je dicterai, se disait-il, ma loi à l'Assemblée. Donc le voilà parti de nuit, dans des conditions bizarres, avec sa femme, ses enfants, la gouvernante des enfants de France et quelques autres personnes. Et Fersen qui conduit la voiture, n'est pas très loin. Et quel est l'espoir de Louis XVI en partant? Trouver des troupes fidèles, bien sûr, mais rencontrer son peuple. Surtout, il veut rencontrer son peuple. Il a l'impression que les Parisiens ne font plus partie de son peuple. Alors il se dit, mais je vais les trouver dans la campagne, en allant en France, dans mon royaume. Il était peu allé dans son royaume, d'ailleurs, le pauvre homme. Il est allé en Normandie, c'est son seul voyage. C'est pas beaucoup. Les rois ne voyageaient plus beaucoup depuis Louis XV. Enfin bon, je passe sur ce point. Donc il se dit, je vais rencontrer mon peuple. Je vais rencontrer mes sujets. Et que rencontre-t-il? Des citoyens. Les Français se sont métamorphosés. Ils ne rencontrent plus que des citoyens devenus, la plupart, des gardes nationaux. Autrement dit, des citoyens. Et c'est elle, cette garde nationale, qui va arrêter le roi à Varennes. La garde nationale d'un petit village qui s'appelle Varennes va arrêter le roi. Et c'est la garde nationale de toutes les villes, de toutes les bourgades, de tous les villages du royaume entre Varennes et Paris, qui va ramener le roi et la famille royale en triomphe pour les vainqueurs, pour ceux qui ont vaincu le roi, jusqu'aux Tuileries, où habite le roi. Cette garde nationale, elle joue un rôle très important dans cet événement. Et le 20 avril 1792, alors presque un an plus tard, en déclarant la guerre à l'Autriche, l'Assemblée législative transforme le citoyen, non plus en simple mainteneur de la paix civile, mainteneur de l'ordre, disposé à mettre à la raison le roi et sa famille, à abattre le despotisme, mais en guerrier, en quelqu'un qui va faire la guerre, la vraie guerre contre les ennemis de la France, contre les ennemis de la nation, c'est le mot qu'on emploie. On ne dit pas beaucoup la France, on dit la nation. Vous savez qu'aujourd'hui c'est pareil, on ne dit plus la France. Qu'est-ce qu'on dit? Ben, je ne sais pas ce qu'on dit. Georges Marchais disait le pays, notre pays, mais on dit la République. Donc la France avait déjà un peu disparu à ce moment-là. Alors on le transforme en guerrier, puisque le 2 septembre, le 20 avril 1792, on déclare la guerre à l'Autriche, au roi de Hongrie et de Bohême. En fait, c'est l'empereur d'Autriche. La guerre commence. La Révolution a à peine 3 ans, elle commence à faire la guerre. D'abord ce sera l'Autriche et ensuite ce sera l'Europe entière. Et puis le 2 septembre 1792, un peu plus tard, on décide que le citoyen va massacrer dans les prisons de Paris tous ceux qui s'opposent au nouveau régime, qui sont les ennemis de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui refusent le schisme avec Rome, ce sont les prêtres, les aristocrates, les prêtres, les nobles, tous ceux qui s'opposent au nouveau régime, tous ceux qui sont contre le nouveau régime, tous ceux qui ne veulent pas du citoyen. On décide que les citoyens vont aller massacrer les prisonniers politiques dans les prisons de Paris. Et ils y vont, ils massacrent. Alors on dit, mais c'était des tueurs. Mais non, pas du tout, c'était pas des tueurs. Certains n'avaient jamais tué personne. C'était de bons pères de famille, pour la plupart, de bons époux. La plupart des massacreurs de septembre 92 massacrent pendant plus de 6 jours plus d'1 millier de prisonniers dans toutes les prisons de Paris. Ils les massacrent à coups de hache, de marteau, de pique.
pas avec des armes à feu. Pourquoi? Parce que les armes à feu doivent servir pour le front, contre les Prussiens, mais pas contre les ennemis de l'intérieur. On va donc les massacrer, ces pauvres gens, avec des marteaux, des pics. Le citoyen devient un massacreur, et ce massacreur, je le répète, est un simple habitant de la capitale, et nullement un tueur professionnel. Évidemment, il y a quelques voyous qui sont bien contents d'en profiter, mais la plupart sont des gens tout à fait normaux, enfin si je puis dire. Enfin, le 22 septembre, c'est l'achèvement, c'est la proclamation de la République, un peu après les massacres de septembre. La proclamation de la République à laquelle j'attache une grande importance, car finalement il y a 3 étapes. Il y a la Révolution, c'est juin-juillet, c'est la mer, le citoyen qui vient ensuite avec l'insurrection du 14 juillet, et puis en septembre 92, la République. La Révolution, c'est un peu une trinité, si vous voulez. On peut comparer ça à la trinité. Le Père, c'est la Révolution, le Fils, c'est le citoyen, et puis le Saint-Esprit, c'est la République. Et je crois que cette comparaison peut nous aider à comprendre ce qu'est la République aujourd'hui, dont on parle toujours. Vous savez que c'est un mot très à la mode, puisque M. Sarkozy veut même que tous ses partisans s'appellent des républicains. Les autres aussi d'ailleurs. Mais enfin, je ne sais pas comment ils vont s'arranger, j'en sais rien. Voilà. Enfin, le citoyen est donc achevé, ça y est. Il est achevé. Cette République, d'ailleurs, en passant, je voudrais le souligner, n'est pas un régime ordinaire, c'est un esprit. Son ressort, dira Robespierre, c'est la vertu. La vertu. Et la vertu, c'est l'âme de la patrie, dit Robespierre encore, et c'est aussi la liberté. Quel rapport? C'est un raisonnement de Robespierre, je vous le livre tel que je l'ai lu. Tout citoyen sera républicain. Robespierre dira, on ne peut pas être citoyen et refuser la République. C'est impossible. Les deux sont associés. De même, nous croyants, nous sommes obligés, enfin si je puis dire, nous croyons au Père, nous croyons au Fils, nous croyons au Saint-Esprit. Eh bien, le véritable citoyen croit à la Révolution, aux citoyens et à la République. Et aujourd'hui, c'est la République qui domine, c'est la République qui inspire surtout. Le citoyen est complet, ça y est, on pourrait s'arrêter là, le citoyen est complet. On pourrait s'arrêter là, et avec ce que je viens de vous dire, peut-être cela suffirait-il pour que vous compreniez mieux ce que j'espère, ce que nous subissons aujourd'hui. Mais quand même, il y a une histoire qui va jusqu'à aujourd'hui, et je voudrais la raconter. Le citoyen est achevé, son rôle est précis, sa définition très vague, son rôle bien précisé, il ne reste plus qu'à l'employer. C'est ce qu'on va faire. On l'emploie d'abord comme soldat, pour lutter contre les nations barbares qui refusent les droits de l'homme. Et toutes les nations sont barbares, puisqu'elles ne veulent pas de cet être nouveau. Toutes les nations sont à proscrire, à vaincre, à dominer, à conquérir. On l'emploie donc comme soldat pour combattre les nations barbares et conquérir et piller leur territoire, comme dit l'un des membres de la Convention. On l'emploie comme soldat et on l'emploie ensuite, en 93-94, comme fonctionnaire de la terreur. J'ai estimé à 500 000 personnes environ, 500 000 Français. C'est ennuyeux parce que je me suis aperçu que beaucoup d'entre nous pouvions descendre d'un terroriste. Et je l'ai constaté dans certaines familles que je connais bien, qui sont fort honorables. Je ne dirais pas la mienne, mais enfin, j'ai fait des constatations bizarres. Et alors j'ai constaté aussi que beaucoup de gens savent qu'ils descendent d'un terroriste de 93-94. Qui étaient ces terroristes? C'était d'abord les membres des comités de surveillance. Toute commune doit avoir un comité de surveillance qui est élu par les habitants. Comité de surveillance, c'est-à-dire qui vérifie la citoyenneté, la fidélité au régime et qui fait arrêter ceux qui ne sont pas de vrais citoyens et qui délivre des certificats de civisme. Et si vous n'avez pas votre certificat de civisme, ben vous pouvez trembler pour votre vie, pour votre survie. Les membres des comités de surveillance, les juges des tribunaux, du tribunal révolutionnaire à Paris, les jurys du tribunal révolutionnaire de Paris, les juges des commissions militaires,
les soldats de l'armée révolutionnaire, qui n'est pas l'armée qui va se battre sur les frontières, mais qui est destinée à instaurer le nouveau régime en France, dans le territoire même. Et puis les bourreaux, il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas oublier non plus les concierges. Les concierges, ce sont les directeurs des prisons. Il y a un personnel nombreux. Il ne faut pas oublier non plus les exécuteurs, les bourreaux, oui. Les aides des bourreaux, il y a la guillotine dans une centaine de villes. Enfin, à mon avis, j'ai fait une estimation peut-être trop large, mais je ne crois pas. Si je l'avais fait trop large, les annales historiques de la Révolution française me l'auraient reproché. Or, je n'ai encouru jusqu'à maintenant aucun reproche de la part de ces spécialistes de la Révolution. Oui, pourquoi sont-ils terroristes? Eh bien, comme dit Robespierre, parce que la terreur est une émanation de la vertu. La vertu, c'est défendre les droits de l'homme et c'est défendre le citoyen. C'est une notion qui vient de Montesquieu. Le véritable citoyen de la République est vertueux. Alors, maintenant, il y a une difficulté. Il y a une difficulté pour ce citoyen. D'abord, le reproduire. Il faut le reproduire. C'est très bien, on les a sous le nez, là, comme je vous ai. Mais demain, dans 10 ans, dans 20 ans, ils seront mariés, ils auront des enfants, et les enfants seront-ils des citoyens? C'est une question inquiétante. Comment va-t-on faire? Il ne faut pas compter sur les écoles n'existent plus. En tout cas, les écoles des prêtres, des religieuses, tout cela a été bouleversé par la Révolution, les biens confisqués, les congrégations expulsées. Alors, les parents ne savent pas très bien. En somme, le citoyen ne se reproduit pas lui-même. Il ne se reproduit pas lui-même. S'il se reproduisait, ce serait dans la déclaration. Le citoyen se reproduit. Mais non, il ne se reproduit pas. Comment se reproduirait-il? D'abord, est-ce un homme vraiment? Est-ce un homme ou une femme? Et puis on ne parle pas de sa raison. On ne parle pas de son sexe. On ne parle pas de son mariage. On ne parle pas de sa profession. Comment cet être bizarre pourrait-il se reproduire lui-même? C'est impossible. Alors c'est l'État qui le reproduira. Il prendra donc les nouveau-nés, il en fera des citoyens. Les enfants, dit Danton, appartiennent à la République avant d'appartenir à leurs parents. C'est tout simple. Donc on prend les enfants, on en fait des citoyens. La République fera la nouvelle génération de citoyens, dit un autre conventionnel. Elle appliquera la bonne recette, c'est moi qui le dis, l'école uniquement d'État, l'école insufflant l'amour de la patrie, c'est un conventionnel qui le dit, c'est-à-dire dans le langage révolutionnaire, l'amour des droits de l'homme. Enfin, l'école sera le moule républicain. Le moule républicain. Le mot a été employé également par M. Payon, il n'y a pas tellement longtemps, le premier ministre de l'Éducation, vous le savez, de l'Éducation nationale, de M. Hollande. Il n'est pas resté longtemps d'ailleurs, celui-là. Il n'est pas resté longtemps parce qu'il disait tout haut ce que les autres pensaient tout bas, et il le disait trop, il écrivait des livres, il faisait des déclarations. C'était insensé et il ne fallait pas qu'il continue. Alors on lui a prié d'aller ailleurs. Il a laissé tous ses collaborateurs, Madame Belkacem, je crois qu'elle s'appelle comme ça, eh bien elle utilise le personnel que Payon avait recruté. Donc le mot républicain, c'est une formule qu'a reprise aussi Payon. Et puis la deuxième difficulté, c'est maintenir la République. Reproduire le citoyen et maintenir la République. Alors vous savez, cette difficulté, elle se présente à tout instant. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On mobilise à l'intérieur de l'hexagone, du pays, la défense républicaine. C'est une expression que vous pourrez entendre chez les hommes politiques. Et la défense républicaine, c'est tous les gens qui sont de l'école révolutionnaire, et la franc-maçonnerie, bien entendu, joue un rôle très important à ce moment-là. Quand il y a une menace sur la République, rappelez-vous les succès de Jean-Marie Le Pen au début, il y a eu mobilisation. On a fait Bantras, on a fait des processions. Après, quand il s'est trouvé pouvant prétendre à la présidence de la République, on a processionné dans les rues, on a fait défiler les enfants, bientôt les bébés de la crèche. La population doit faire la défense républicaine. C'est extrêmement important. Maintenir la République, parce que sans la République, on peut bien faire le citoyen, l'éducation nationale peut bien travailler à faire le citoyen, mais ce n'est pas suffisant. Il faut régénérer
régénérer, parce que sinon il dépérit. Cet être nouveau, vous pouvez le reformer, vous pouvez faire de ces petits-enfants des citoyens, mais il faut du sang neuf. C'est la République qui va le donner. Ce sont les valeurs républicaines, vous connaissez cette expression aussi. C'est ça le sang neuf. Alors la République est un esprit créateur, dit Robespierre. Son but est de purifier et de régénérer le citoyen. Je dirais que la République tient la clé du système. La clé, non pas du régime, mais du système révolutionnaire. Elle garantit l'existence de l'être nouveau. Elle fait en sorte que nous soyons, vous soyez malheureusement des citoyens, encore des citoyens. Sinon, il n'y aurait plus de citoyens, s'il n'y avait pas de République. Donc on doit à tout prix maintenir la République, qui n'est pas un régime politique, comme croient certaines personnes. Si vous voulez, c'est un régime étrange qui ne veut connaître le français que tel que le définit la Déclaration des droits de l'homme, qui n'a ni famille, ni propriété, ni profession, et surtout, qui n'a pas de raison. C'est le pape Pie VI qui l'a dit dans son bref Quota Aliquantum en mars 1791. C'est le meilleur lecteur de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le meilleur, et j'allais dire le seul pape qui ait bien défini cette déclaration. Il a dit, qu'est-ce que c'est que cette liberté et cette égalité insensée qui méconnaît la raison humaine, c'est-à-dire le plus grand privilège que Dieu a accordé à l'être humain. Elle méconnaît la nature humaine, elle méconnaît surtout la raison. Cet être sans raison. Il y a donc une nécessité de maintenir la République pour maintenir cet être bizarre, pour qu'il continue à exister, parce qu'il n'a pas de raison. Il n'est pas. Il faut qu'il soit. Alors bien sûr, vous savez, c'est difficile tout ça. On comprend l'angoisse des politiciens. Oui, ils ne sont pas à l'aise, hein. Regardez-les. Ils sont très embêtés, non seulement par leurs luttes intestines, non seulement par les dissensions qu'ils opposent, non seulement par l'incohérence de leur régime, mais aussi parce qu'ils sont toujours inquiets. Il y a un risque. C'est le populisme. Qu'est-ce que c'est que le populisme? C'est le citoyen qui ne sait plus qu'il est citoyen, alors il va dans la rue, il n'est pas content, il proteste, il dit laissez-nous tranquilles, il dit assez d'impôts, il dit pas de mariage pour tous, il n'est pas content. Et alors ça c'est un risque. C'est un risque. Et c'est un risque grave, c'est un risque d'anarchie. Les populistes sont des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ont inventé ce mot, hein, c'est assez curieux. Il est apparu il y a une dizaine d'années, je crois. Oui, le populisme. On risque le débordement populaire. On risque en somme que les gens ne soient pas contents. Et que ce mécontentement nuise à la République. Alors, la République s'en tire grâce à un système très ingénieux, une invention très ingénieuse, dont je vous fais part. Je crois pouvoir vous en faire part parce que, j'allais dire, c'est moi qui l'ai trouvé. Non, c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais j'ai admiré qu'on l'ait trouvé. C'est le dédoublement. Oui, le citoyen est double. Il se dédouble. C'est une invention géniale. Bien sûr, il n'y a qu'un seul citoyen, mais celui-ci peut se dédoubler en citoyen tout court et en citoyen soldat ou soldat citoyen. Ça, c'est extraordinaire. Oui, parce que ce dernier, le soldat citoyen, a combattu les rois et les empereurs de l'Europe. C'est quand même un grand mérite. Il est allé se battre là-bas. Il a affronté les plus grands périls, les plus grands dangers. Il a perdu la vie souvent sur les champs de bataille. Il est plus républicain que l'autre, par conséquent, plus attaché à la conservation de la République. Alors, dans les dernières années de la Révolution, dans la dernière période révolutionnaire, le citoyen, lui, le simple citoyen, il n'est pas content. Je vous parlais de son mécontentement tout à l'heure, qui pourrait se manifester aussi, qui d'ailleurs se manifeste. Citoyen de Paris qui meurt de faim, parce que le régime est très maladroit, ne sait pas gérer l'économie de la France.
Alors, les citoyens de Paris, en particulier les citoyens du faubourg Saint-Antoine, des quartiers pauvres, des quartiers d'artisans, se mettent dans la rue et se mettent à crier. Et ils mettent en danger la République. Par exemple, ils seraient prêts à soutenir la dictature de Robespierre. Parce que Robespierre ne veut plus d'assemblée, il veut gouverner tout seul, on le comprend d'ailleurs. Et en 1795, quelques années plus tard, ces populistes, ces artisans, ces pauvres, ces braves gens, ils seraient prêts à soutenir, à rappeler le roi. Mais le roi, oui, bien sûr. Ils vont dans les rues en criant « Vive le roi ». C'est incroyable, enfin, c'est pas possible. En 1798, le citoyen électeur, parce qu'il existe aussi celui-là, dans tout le pays, élit des députés royalistes. Ils ne sont pas la majorité, mais enfin ils sont nombreux. C'est une force avec laquelle il faut compter. Alors, comment supporter une chose pareille? Eh bien, on va faire appel aux citoyens soldats. On va le rappeler. Il va venir, il va mettre à la raison tous ces gens-là et leur dire, ben, ça suffit comme ça. Alors, vous voyez, c'est l'armée qui abat Robespierre, qui prétendait à la dictature. C'est Carnot, qui est un officier du génie, qui prend la tête de l'armée qui abat Robespierre. C'est l'armée du général Bonaparte qui va mitrailler sur les marches de l'église Saint-Roch les royalistes qui poussent des cris là et qui veulent se venger. Ce sont les révoltés de Vendémiaire. Enfin, c'est le même général Bonaparte qui fait le coup d'état de Brumaire, qui met fin à un régime, le régime du Directoire, qui est corrompu, qui est discrédité, qui est impopulaire, et qui sauve ainsi la République. La République n'est plus en danger, grâce à Bonaparte, puisqu'il abat le Directoire. Le Directoire discréditait vraiment la République. C'était un régime qui discréditait. Il fallait le mettre par terre. Bonaparte s'y est employé. Seulement, la médaille à son revers. La République n'est plus en danger, bien sûr, mais elle n'est plus. Elle est supprimée. Ça, on ne s'en doutait pas, on n'y pensait pas. Le consulat, c'est encore la République. Vous savez que le consulat, c'est le régime qui succède immédiatement au Directoire. C'est encore la République. Les consuls sont nommés consuls de la République. Bon, ça va, on est content. La République est sauvée. L'Empire, ce n'est plus la République. Et nous entrons maintenant dans une période, près de 3/4 de siècle, où il n'y a plus de République, il n'y a plus de citoyens. 6 régimes vont se succéder, 6 régimes politiques vont se succéder au cours du XIXe siècle. Et le mot citoyen ne sera plus prononcé. Et Napoléon, d'ailleurs, n'aimait pas du tout qu'on en parle. Un jour, c'était à Bordeaux. Il venait de visiter la Brède, vous savez, la résidence de Montesquieu. On la visite encore. On était très contents de cette visite. Il a passé une agréable matinée. Et dans l'après-midi, il se fait présenter les dames de Bordeaux. Ces dames défilent devant l'empereur. Et il y en a une qui s'appelle Madame de Montesquieu. Oh, dit Napoléon, vous avez là un ancêtre, madame, qui est tout à fait remarquable. Et la dame, tout effrayée, dit, c'était un bon citoyen. Napoléon est furieux. Il la fait passer, il prend la suivante, et il lui dit, à la suivante, cette femme est bête. Il ne veut plus entendre le mot. Napoléon l'exerce. La déclaration des droits n'est plus inscrite dans les constitutions. Alors on peut se demander, là je suis quand même perplexe, le citoyen est-il mort? Certains l'ont cru. Robespierre, le 10 Thermidor, s'était réfugié à l'hôtel de ville avec ses partisans, pendant que Carnot et sa force armée le traquaient. Il s'était réfugié à l'hôtel de ville. Une compagnie de gendarmes entre dans l'hôtel de ville, découvre Robespierre avec ses amis, et un gendarme, qui apporte un nom célèbre, le gendarme Merda, tire sur Robespierre et le blesse gravement. Alors on transporte le malheureux, si j'ose dire, aux Tuileries, où siège le gouvernement, et sans précaution, on le jette sur une table. Et Robespierre souffre. Il souffre il souffre de la jambe, parce que c'est bas, enfin je ne saurais trop dire, c'est Michelet, je crois, qui raconte ça. Oui,
Il souffre, il se plaint, et un employé des bureaux de Carnot s'aperçoit par un moment qu'il se baisse avec effort et porte la main à ses jambes. Désireux de le soulager quand même, il y a un peu d'humanité, l'employé s'approche de lui, détache les boucles de jarretière de ses bas, et rabat ses bas sur ses mollets. Robespierre, touché de ce service, fait un effort pour parler et dit ces mots d'une voix douce. « Je vous remercie, monsieur. Je vous remercie, monsieur. » Pour lui, il va mourir, le citoyen est mort. Mais il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Il survit. Il survit puisque vous êtes là. Et tous, vous êtes des citoyens. Il survit parce que les régimes, pourquoi survit-il? Parce que les régimes successifs, les 6 régimes successifs du XIXe siècle, ont conservé les acquis, pas les acquis sociaux, comme on dit maintenant, ont conservé les acquis révolutionnaires, la propriété des biens nationaux, c'est-à-dire des biens d'église et des aristocrates, garantie à leurs acquéreurs, l'interdiction des ordres monastiques, on ne doit plus formuler de vœux solennels, prohibition de l'école libre, surtout pas d'école libre. Bon, non, ça c'est une chose qu'on oublie souvent quand on parle de la monarchie de Juillet. Louis-Philippe, il est hostile à l'école libre, très hostile. On n'entend pas très bien au fond. Eh bien alors il faut augmenter. Je vais rapprocher. Monsieur l'abbé, excusez-moi. Vous m'entendez là maintenant? Il fallait me le dire plus tôt, monsieur l'abbé. Donc je disais que le citoyen survivait. Il survit parce que les acquis de la Révolution sont conservés, c'est-à-dire les biens nationaux garantis à leurs acquéreurs, interdiction des ordres monastiques, le régime de Louis-Philippe est particulièrement hostile à la liberté de l'enseignement, et Louis Veuillot, qui est un des grands défenseurs de l'école libre, est condamné à la prison et à la prison ferme pour avoir défendu dans son journal l'école libre. Il dirigeait un journal qui s'appelait L'Univers, et un tribunal le condamne à un mois de prison ferme. On lui donne cependant le choix de la prison. Alors il dit, ben écoutez, et le temps dans lequel il veut effectuer ce mois de prison. Il dit, écoutez, donnez-moi le mois d'août et la conciergerie, parce qu'il fait très frais. Alors quand j'ai lu cette sentence, j'ai écrit un mot au docteur Dor, qui venait d'être condamné à 2 mois de prison, mais avec sursis. Je lui ai dit, si jamais vous êtes condamné à la prison ferme, faites le choix de Veuillot, vous serez au frais. Et il était content. L'école de Guizot, vous savez qu'en 1836, Guizot, ministre de Louis-Philippe, protestant, a créé l'école primaire. Finalement, c'est lui qui a créé l'école primaire, c'est pas Jules Ferry. C'est Louis XIV déjà qui l'avait créé, mais la Révolution les avait détruites, les avait supprimées pratiquement. Donc il crée une nouvelle école primaire en 1836, et cette école primaire, qui est dans tous les villages de France, c'est une école d'État. Les instituteurs sont nommés par l'État. Il y a des inspecteurs d'académie, enfin c'est la structure actuelle. Donc cette école était une école d'État et l'enseignement d'État. Et le citoyen armé, que devient-il? Eh bien, il survit lui aussi, il est présent lui aussi grâce à la garde nationale. Car la garde nationale est maintenue pendant tout le XIXe siècle, surtout pendant la monarchie de Juillet. Vous voyez, dans le petit village où j'habite, il y avait en 1845 250 gardes nationaux, c'est-à-dire la moitié de la population. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire toute la journée? Il y avait un capitaine, 2 lieutenants, il y avait des grades, et puis une petite rémunération, ce n'était pas à négliger. Et puis il y a un roi citoyen, ce roi citoyen c'est Louis-Philippe, vous savez qu'on l'appelait ainsi. Donc le citoyen n'est pas mort. Et à 3 reprises, en 1830, en 1848, en 1870, le citoyen fait ses preuves. Il renverse le trône, comme il l'avait fait en 1792, le 10 août 1792. Par exemple, en février 1848, le peuple s'installe dans les Tuileries. Il envahit les Tuileries sans difficulté. Aujourd'hui, vous n'entreriez pas comme ça dans l'Élysée. Il s'installe dans les Tuileries. Il y a un bonhomme qui s'installe dans le fauteuil du roi.
Et alors tout le monde vient voir, et les badauds sont très contents. On vient installer des cantines. L'archevêque vient voir aussi, il bénit tout ça. Ça n'a rien d'étonnant, parce que Monseigneur de Juigné, archevêque de Paris, avait fait célébrer un Te Deum à Notre-Dame en action de grâce pour le 14 juillet. Donc c'est une tradition, on bénit le nouveau régime. Et puis on a envahi en même temps le palais Bourbon. Alors les députés, voyant venir le peuple, les populistes, s'étaient éclipsés. Pas tous, parce que certains dormaient dans leur fauteuil. Alors il y en a un qui était resté là. Et il portait lui aussi un nom célèbre. Il s'appelait Montesquieu également. Alors il y a un brave type, un artisan, qui lui dit oh, comme votre ancêtre serait content de vous voir là. Et de nous voir aussi. Mais l'autre n'était pas tout à fait d'accord. Donc le citoyen, d'une certaine mesure, est toujours c'est un insurgé comme en 1789. Seulement ce qui manque, et oui c'est très triste, ce qui manque, c'est la République. Et oui, elle n'est pas là pour fortifier le citoyen, pour le purifier, pour lui donner du courage. Et tout le monde, enfin tous les bons citoyens qui subsistent, souhaitent le retour de la République. L'intelligentsia va jouer ici un rôle très important. Tous nos grands poètes sont républicains, à commencer par Victor Hugo et par Lamartine. Lamartine, qui a joué un rôle capital, vous savez, dans la Révolution de 48, il publiait un journal que je possède dans sa presque totalité, qui s'appelait Le Conseiller du Peuple. Il était fait pour conseiller le peuple, comme moi à peu près, n'est-ce pas? Il n'avait aucune capacité pour ça, mais il publiait un journal, il était républicain. Victor Hugo, vous savez, l'était, il a réagi contre l'Empire. Les savants les plus célèbres de l'époque étaient républicains, les érudits étaient républicains, Littré, l'auteur du dictionnaire, était républicain. Enfin, tout ce qui écrivait, tout ce qui pensait en France était républicain. Si bien que la République, elle a fini par revenir. Elle a fini par revenir. Il y avait même, au XIXe siècle, ce que Charles Péguy, qui a été républicain, appelait une mystique de la République. C'est lui qui a employé cette expression. Je lui laisse la responsabilité de ce terme, de cette expression. On disait aussi que la République était belle sous l'Empire, c'est-à-dire que chez les gens qui la souhaitaient, qui aspiraient à la République, elle était très belle. Et finalement, elle revient. Elle a commencé par revenir en 1848, en juin 48. Très peu de temps, parce qu'il y a eu un Bonaparte, le citoyen armé encore. Le citoyen de la Deuxième République est populiste, il se plaint, il mange mal, il a faim, il n'est pas payé. Donc on proteste contre ce régime, contre cette République qui ne remplit pas les espoirs des pauvres gens. Alors on fait donner l'armée, et c'est Napoléon III. C'est le deuxième Napoléon qui arrive. Et c'est le Second Empire. Mais après le désastre de Sedan, quand Napoléon III est vaincu, la République revient, je n'ose pas dire définitivement, mais enfin elle revient pour longtemps. Elle revient pour longtemps, elle revient avec prudence. En 1875, vous savez qu'au fond, il s'en est fallu de peu, quelques voix. Avec prudence, et le premier président de la République, le maréchal de MacMahon, n'est pas monarchiste, mais sa femme est très pour le roi. Et elle dit à ses amis, nous gardons la place. Elle sera, cette République-là, mais elle aura des continuateurs, elle aura pour dernier président, pour dernier chef, le maréchal Pétain, qui n'est pas président de la République. Et la Troisième République commence par un militaire, et se termine avec un militaire. Vous voyez comme les militaires ont joué un rôle important dans l'histoire du citoyen. Donc la République revient prudemment avec MacMahon, qui inspire confiance, parce que MacMahon c'est quand même un homme honorable, il a une bonne famille, il a des ancêtres, on lui fait confiance. Il est catholique, il va à la messe, on lui fait confiance. Mais la République a dû, pour cela, pour ce retour de la République, les républicains ont dû tuer beaucoup de monde, assassiner beaucoup de monde. Il a fallu rassurer la bourgeoisie qui craignait une République rouge. En juin 1948, les populistes, comme je disais tout à l'heure, se révoltent. Et c'est une révolte très sanguinaire. C'est une révolte qui fait des morts. Il faut envoyer des régiments, il faut envoyer des généraux, il faut se battre. Et Paris a peur, la bourgeoisie a peur. Finalement, cette
cette insurrection du peuple parisien est vaincue. Mais elle recommence avec la Commune de 1871. En 1871, les communards sont des résistants. Ils ne veulent pas de l'allemand. Ils ne veulent pas du traité avec l'allemand. Mais ils sont surtout des communistes et des revendicateurs très dangereux. Alors on va les exterminer. Et les deux républicains, qui sont Gambetta et Thiers, qui se succèdent au pouvoir, vont procéder à l'extermination quasi complète des communards. Un quart de la population ouvrière de Paris a été rayée de la carte en 1871 par les troupes républicaines de Gambetta et de Thiers, par des généraux qui étaient républicains. Le général de Gallifet, qui commandait une partie de ses forces armées qui entraient dans Paris, qu'on appelait les Versaillais, le général de Gallifet, malgré son nom à particules, était républicain. Et c'est un des généraux qui a tué le plus de monde. Il assistait au défilé des prisonniers qui allaient dans la prison de Versailles. De temps en temps, il choisissait un prisonnier au hasard et le faisait fusiller sur place. Comme a dit un historien, on s'étonne que ce général soit mort dans son lit. Le citoyen soldat a donc fait son travail. Et le programme des communards a été effacé. Un quart de la population ouvrière, je vous disais. Donc on peut dire que la République a acheté le pouvoir avec le sang des communards. Le citoyen de la République a pu reparaître au grand jour, et la République au grand jour, grâce à cette extermination des pauvres gens. La République, la troisième, fait donc des débuts prudents, elle rassure la bourgeoisie, elle est présidée par un militaire que l'on dit monarchiste, mais très vite, elle va montrer sa véritable nature, celle de la Révolution. C'est Jules Ferry qui instaure la laïcité, ce sont les congrégations religieuses qui sont expulsées dès 1880. Le citoyen avait été gardé au chaud pendant près d'un siècle et il est remis sur le pavois. Il est bien celui de 1789, on le reconnaît. C'est cet être artificiel et c'est surtout un être anti-chrétien. La République montre à nouveau sa nature d'anti-chrétien. Car on parle souvent de la Révolution, on dit elle a maltraité le clergé, les évêques disent elle a maltraité le clergé, elle n'a pas été gentille pour les prêtres, mais elle a été surtout anti-chrétienne. Elle a été contre le Christ. Et la République troisième du nom est anti-chrétienne. On le voit avec l'expulsion en 1880 de 5643 moines et religieux, sans que la population manifeste, j'allais dire, la moindre hostilité au régime. Vous savez, il y a eu quelques personnes qui sont venues protester quand on a traîné les Chartreux l'un après l'autre hors de la Chartreuse. La même chose s'est produite dans d'autres monastères, mais pas beaucoup à Bellefontaine, par exemple. Mais dans l'ensemble, la population française a accepté cette expulsion et n'a pas protesté. C'est extrêmement curieux. En somme, les gens sont redevenus citoyens. Et le citoyen est remis sur le pavois. L'expulsion n'a pas suscité de véritable protestation. Et finalement, nous retrouvons là la véritable nature de la Révolution, de l'être nouveau. L'être nouveau, c'est celui qui n'est pas consacré à Dieu. Et c'est pourquoi les vœux de religion sont si insupportables au régime républicain. L'être nouveau ne peut être consacré à Dieu, et la Révolution avait commencé en 1790 par supprimer les vœux de religion et par expulser les moines et les religieux. Et on recommence en 1880. Alors on a de la chance d'en avoir encore aujourd'hui. On peut se dire que c'est une chance. On dit beaucoup de mal de la cinquième, mais que ce que vous voulez quand même. Il y a des moines solennes, il y a des écoles hors contrat. Oui, il faut voir quand même ce qui s'est passé. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas ça. Ça ne veut pas dire tout. C'est dans le programme en tout cas. Un homme consacré à Dieu n'est pas un être nouveau. Il ne peut pas être un être nouveau. La grande entreprise de la colonisation, la conquête du monde, l'Empire français va être le second après celui de l'Angleterre, eh bien cette entreprise de la colonisation se fait dans un esprit laïque, vous le savez. Les missionnaires suivront les soldats, mais dès le début, il a été interdit de toucher à l'islam, de prêcher le christianisme aux musulmans, de convertir les musulmans. C'est la religion du progrès que l'on va enseigner à ces sauvages, comme dit Jules Ferry, à ces sous-hommes, comme dit un autre républicain. C'est les droits de l'homme qu'on va leur enseigner dans les écoles. Ce sont des êtres inférieurs aux blancs. Il ne s'agit pas de les christianiser, ce serait changer la superstition en une autre superstition.
Enfin, pour tout compléter, et pour reprendre le programme révolutionnaire, aux armes citoyens. Aux armes citoyens, reprendre l'Alsace-Lorraine, c'est le programme de la revanche, mais surtout abattre les régimes encore catholiques en Europe, les royautés catholiques comme l'Autriche, attachées à la foi catholique. En 1889, date anniversaire, le service militaire de 3 ans, c'est long, hein, 3 ans. Moi, ma génération a fait 28 mois, c'était long. Alors 3 ans, vous vous rendez compte. Alors le service militaire est institué. L'embrigadement d'ailleurs a un grand avantage. Le citoyen sous l'uniforme ne fera pas grève. Oui, c'est déjà beaucoup. Hein. C'est Anatole France qui fait cette remarque dans un de ses romans. Anatole France est un auteur qu'il ne faut pas négliger. Il était contemporain de tout cela. Il était républicain plutôt, mais il a de l'humour. Il voit le pour et le contre. Donc le citoyen sous l'uniforme ne fera pas grève. Il obéira à l'instant. La République le veut, la République le tient, elle l'envoie à la mort au cours des 2 guerres mondiales. Et il y va. La première fois, très content, la deuxième fois, un peu moins, mais enfin, il y va. Elle y envoie, et la première fois, il y court. La deuxième fois, il va plutôt à reculons. Il est, ou plutôt le français, s'est identifié à ce citoyen soldat, à ce citoyen guerrier, qui existe depuis 1789. Il est victime, ce citoyen-là. J'ai souvent réfléchi, j'en ai parlé un peu dans Les 2 patries, et j'y suis revenu dans ce livre. Ce Français qui va se battre, qui va laisser souvent sa vie sur le champ de bataille. Et beaucoup d'illustres Français l'ont fait, à commencer par Charles Péguy, par Sicari, par bien d'autres. Triple mensonge. Premier mensonge, le Français doit mourir pour la République. C'est le chant du départ. La République nous appelle. Sachons vaincre ou sachons mourir. Et le Français doit vivre pour elle, le Français doit mourir. Voilà. Voilà ce qu'on chantait et tout le monde le chantait. C'est le chant du départ. Deuxième mensonge, la guerre est la guerre du droit. C'est nous qui avons raison. Et non pas de notre droit à nous, mais du droit universel, celui des droits de l'homme. Et enfin, les Allemands sont des sous-hommes. Oui, ce sont des animaux. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on lit dans les journaux de l'époque. Et quand on lit l'illustration de cette époque, on est consterné. Ce sont des gens qui ne méritent pas qu'on les épargne. Ils veulent l'anéantissement de la France. Qui sont ces hordes d'étrangères, dit la Marseillaise. Les hordes. Ils viennent, dit la Marseillaise, égorger nos fils et nos compagnes. Ah oui. Et Clémenceau, celui-là, dont on nous a fait encore l'éloge ces dernières années. Clémenceau qui était une brute. Dans son journal, en 1915, tient le même discours. Il écrit qu'il faut vaincre, je cite, « avant que nos femmes et nos enfants soient emmenés aux chaînes d'une nouvelle captivité de Babylone. » De Babylone, rien que ça. Le citoyen des 2 guerres mondiales devient de ce fait un citoyen mort. 1 153 000 morts français lors de la Première Guerre mondiale. Et en 1940, il devient un citoyen prisonnier des Allemands. On oublie les 2 millions de citoyens prisonniers de 1940-1945. 2 millions de prisonniers français, séparés pour 4 ans de leurs femmes et de leurs enfants. On ne parle jamais de ça, ou très rarement. On fait des congrès sur la déportation, sur Buchenwald, on rappelle tout ça, mais le petit prisonnier normal, celui qui était dans son stalag, eh bien, on n'en parle pas, on en parle le moins possible. La République, non, je ne dois pas porter de jugement de valeur. La République ne cesse pas avec la défaite de 1940, parce que cette deuxième guerre a été fatale à l'armée française. Et elle va recommencer normalement, elle va reprendre normalement son cours en 1945, à la Libération. Elle est la 4e République, et à partir de 1958, elle est la 5e, mais c'est la même. À ses tout débuts, en 1944-45, je dois le rappeler, elle a mis en usage à nouveau le massacreur, le citoyen massacreur qui n'avait pas pris de service depuis quelque temps. Elle a lancé le massacreur sur le terrain pour punir ceux qui avaient collaboré, mais surtout ceux qui avaient adhéré à la devise du maréchal Pétain, travail, famille, patrie.
Bien sûr, les maquisards communistes, car un grand nombre sont communistes, veulent chasser les Allemands, et on ne peut pas les critiquer, mais ils veulent surtout préparer un gouvernement communiste. Et alors, il faut se débarrasser des notables, des bourgeois, et des pauvres gens qui sont maréchalistes. Et on tue, on assassine, on torture. Alors, je parle quelquefois de ça, mais j'ai peur d'impressionner mon auditoire. Oui, parce que ce sont des crimes affreux, perpétrés souvent après des tortures inimaginables. C'est beaucoup mieux que les massacres de septembre. Les massacres de septembre, bon, il y a eu des choses insoutenables. Par exemple, à l'abbaye, on a fait courir un prisonnier tout nu et on lui tapait dessus quand il passait devant vous. Bon, ça, c'était terrible, mais ce n'était pas ce qu'on a vu en 1944-1945. Je vous donne simplement 2 exemples. Je voulais vous parler du comte de Lorgeril, mais ma femme m'a dit que c'était trop affreux. Alors je ne vous en parle pas. Mais je vous parlerai de Madame Wetley, qui habitait le Dorat, dans le Massif central, dans le département de la Haute-Vienne. Madame Wetley était la veuve d'un officier supérieur. Et elle était la présidente de l'œuvre des colis aux prisonniers. Et un beau jour, je ne me rappelle plus exactement la date, c'est en juin 44, oui, c'est en juin 44, au moment du débarquement. Je l'ai là dans mon livre, vous la trouverez dans mon livre. Oui, en juin 44, non, en juillet 44. En juillet 44, on vient la chercher un soir, chez elle, et on réquisitionne et on emmène de même 30 personnes notables de la petite ville du Dorat. Et dans la nuit, ils sont tués d'une balle dans la nuque. C'est la méthode soviétique. Et le lendemain, les tueurs vont trouver les familles et leur disent « Écoutez, on a pris des otages, mais il faudra nous donner un peu d'argent pour les nourrir. » Récemment, le Figaro a lancé une campagne de publicité, tous ces derniers jours. Elle a envoyé, et le Figaro a envoyé quelques exemplaires, quelques échantillons pour montrer la qualité du journal. Et dans l'un de ces numéros, il y a l'histoire de Guingouin, qui était l'assassin communiste du Dorat, le chef des assassins communistes. Et il y avait le compte-rendu dans ce numéro d'un livre intitulé « Un héros de la libération, Guingouin ». Alors, la dame qui reçoit une des personnes qui reçoit cette publicité est précisément la petite fille de Madame Wetley. Elle voit ça, elle recule d'horreur, elle frissonne d'horreur. Et me charge de répondre à l'auteur de l'article, qui est un journaliste du Figaro. Je lui ai écrit, je lui ai dit, vous avez raconté que Guingouin était un héros, mais ce n'était pas un héros, c'était un assassin. Alors il me dit, vous savez, il me répond, mais je suis un romancier, les gens littéraires autorisent des libertés. Je lui dis, oui, peut-être, mais pas celle-là. Vous avez transformé un assassin en héros de la libération. Or, c'était seulement un assassin. Alors, quelquefois, le mensonge, souvent même le mensonge paye, mais cette fois-ci, le mensonge ne paiera pas, car la dame qui a vu cet article, qui était la petite fille de Madame Wetley, ne s'abonnera jamais au Figaro. Et mon deuxième exemple, je le tiens du pays où j'ai habité longtemps, c'est-à-dire de la petite ville de Montauban. Dans la petite ville de Montauban, il y avait 2 frères, qui s'appelaient les frères Lescure. Ils avaient 35 et 38 ans. Tous les 2 étaient pères de famille. Et ils venaient d'adhérer à la milice. On était juste à la libération. Ils s'étaient inscrits, très maladroitement d'ailleurs, juste à la fin du régime, juste au moment de la libération. On les arrête. Ils n'ont jamais rien fait, ils n'ont jamais porté les armes, on les arrête. Et le tribunal, la commission militaire, les condamne à mort tous les 2. L'évêque de Montauban, Monseigneur Théas, intervient avec le pasteur protestant. Et écrive au préfet du Tarn-et-Garonne. Et le préfet répond, la justice de la République doit passer. Et on les fusille le lendemain, publiquement. Mais au fond, De Gaulle a dit la même chose. Il a dit la justice de la République devait passer. Elle passait. Donc je n'insiste pas sur cet épisode, je dirais seulement que beaucoup de Français furent victimes de cette émergence nouvelle du citoyen. 400 000 Français, c'est une estimation d'un journaliste qui avait été communiste, 400 000 Français environ furent victimes de l'épuration sauvage ou officielle.
Il fallait que les Français comprennent plus jamais ça, plus jamais ce retour à l'être humain normal. On fusilla, on tortura, et la justice passa. Alors la cinquième, c'est le citoyen décolonisateur, c'est le citoyen électeur, vous l'êtes, vous êtes la plupart électeurs. Qui n'est pas électeur ici? Il y en a un seul, vous voyez, c'est pas beaucoup. C'est le citoyen électeur, c'est le citoyen crétinisé, ce n'est pas de lui que je parle. Et enfin, c'est le citoyen privé de son associé, de l'homme. Ils étaient tous les deux accolés, et on ne pouvait pas les séparer, puis tout d'un coup, on s'aperçoit que l'homme a disparu. Décolonisateur, je ne commenterai pas longtemps. On l'utilise d'abord pour garder les colonies, parce que les colonies sont républicaines. La franc-maçonnerie, il y a beaucoup d'adhérents. Et on protège l'Empire. En Algérie, on envoie même le contingent, c'est-à-dire le citoyen. On l'envoie. Pourquoi? Parce que l'Algérie, c'est la France. Alors, 1 million de Français ont traversé la Méditerranée. Et ce n'était pas une partie de plaisir. Le Parti communiste veille, cependant. Il est le nouveau génie de la République. Et les soldats d'Indochine, d'abord, sont l'objet de la vindicte des communistes. Pourquoi? Parce que les communistes disent, ce sont les rebelles qui ont raison, ce sont eux qui sont des citoyens, parce qu'ils défendent leur pays. Et un communiste français, Boudarel, est envoyé là-bas pour commander des camps de prisonniers français, les torturer, les faire mourir. Le million de jeunes Français envoyés en Algérie subissent peine sur peine, et cela pour entendre ces mots: le FLN a raison, et voir ce pays libre où il s'est battu, ce pays livré à l'ennemi dont on avait triomphé, qu'on avait vaincu. Donc voilà pour le décolonisateur, ce n'est pas brillant. Et le citoyen électeur, hein, c'est très intéressant, le citoyen électeur. Désormais, tout ça se passe avec l'accord unanime du citoyen électeur. Vous savez que le référendum sur l'Algérie indépendante a remporté 90% de oui. Oui, 90% des Français ont approuvé le départ de l'Algérie, l'amputation de la France. Vous voyez, au fond, j'ai tout dit. Le citoyen électeur, il n'est pas dangereux. Le populiste, où est-il? Oui, désormais, finalement, il n'y a plus besoin de mentir à l'électeur. Le suffrage universel par lui-même suffit. À partir du moment où l'électeur vote, tout se passe bien. Il vote toujours dans le bon sens. Vous me direz, mais non, pas toujours, il y a des populistes, etc. Oui, mais on s'arrangera toujours. D'abord, on a fait élire les femmes, on a fait voter les femmes. On ne les faisait pas voter. En 1945, c'est le premier vote. Je ne dirais pas que ça a beaucoup arrangé les choses. Le citoyen est resté le même, exactement. Il n'a pas changé. Ce qui prouve que la femme n'est pas tellement différente de l'homme, finalement. Oui, le genre a raison. Et puis, on a pris les jeunes gens de 18 ans. Vous, messieurs, vous votez. Mais à quand les bébés de la crèche? On pensait d'ailleurs ces années-ci à 16 ans. Hein, un peu descendre jusqu'à 16 ans. Et puis le citoyen, vous savez, il est enivré de son droit de vote. Moi, j'aime bien aller dans les bureaux de vote quand je suis électeur, quand il y a une élection, et je vois le bureau qui est là, et ils sont contents. Et l'un d'eux me dit un jour, c'est dans mon village, « Oh, monsieur de Vigry, c'est quand même formidable, c'est nous qui décidons. » J'ai dit, oui, c'est vous qui décidez, mais vous devriez savoir une chose, c'est que Hitler a été élu chancelier d'Allemagne au suffrage universel. Il y a eu un froid dans le bureau de vote. Oui. Oui, je pense que c'est pour cette raison que je pense le suffrage universel inoffensif pour la République. Quant aux citoyens en cours de crétinisation, il apparaît en 1961-62 sous De Gaulle. C'est un des mérites du général de Gaulle. L'opération est exécutée par le ministère de l'Éducation nationale et il n'y a pas de loi. C'est le ministère qui agit et plus précisément le directeur de l'enseignement primaire et secondaire qui est M. René Haby, qui était un inconnu à l'époque.
Et c'est lui qui fait le travail. Il commence par détruire le primaire. Nous sommes sous De Gaulle. On commence par détruire le primaire avec, entre autres, la méthode globale. On continue par le secondaire. Quand je rentre d'Algérie, nous sommes en 63, 62. Le secondaire est déjà bien atteint. D'abord, on a mis les filles avec les garçons, tout ça. Enfin, bon, ça ne me gêne pas beaucoup, mais enfin. D'ailleurs, à cette époque, les filles se mettent d'un côté, les garçons de l'autre. Voilà. On commence donc par détruire le primaire, on continue par le secondaire. On affaiblit la grammaire, on dit qu'elle ne sert à rien. L'orthographe est négligée, la géographie transformée en développement durable. Alors ça, c'est inouï, n'est-ce pas ? Le développement durable. Il y a des images. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un hôpital à Paris, tout propre, tout moderne, et puis un hôpital à Tombouctou. Alors, c'est une case avec des pauvres noirs qui sont là à soigner des blessés qui sont sur des brancards. La thèse de cet enseignement géographique, soi-disant, est celle-ci. Les pays riches ont tort d'être riches et les pays pauvres devraient être plus riches. Et les enfants apprennent ça toute l'année. Et à la fin de l'année, ils ne connaissent pas les 5 continents. C'est le programme de 4e. L'histoire est mutilée, amputée. Oh, il y a des choses invraisemblables. On parle beaucoup de Najat. Mais vous savez, déjà avant, c'était terrible. Louis XV avait disparu. Il a régné 59 ans sur la France. Il n'est plus dans les manuels depuis longtemps. Les SVT, vous savez, les sciences de la vie de la Terre, sont consacrés pour un bon tiers à la reproduction des animaux et de l'être humain, jusqu'à la classe de seconde, et à la non-reproduction, bien sûr, en seconde, première et terminale. Oui, on parle aux écoliers des plus petites classes de la reproduction, et ils en savent beaucoup là-dessus, déjà. Enfin, à partir de, c'est le principal, et je vais finir, à partir de la présidence de Giscard, on a entrepris de réduire l'homme. Réduire l'homme qui forme, nous disaient les spécialistes, une unité indissociable avec le citoyen. Alors ça, la République va y porter atteinte. Elle légalise l'avortement, c'est-à-dire le meurtre des enfants dans le sein de leur mère. Bon, vous connaissez la suite, le mariage des homosexuels, bientôt le meurtre des vieillards. En somme, on va faire disparaître l'homme. Il ne restera plus que le citoyen. Mais alors c'est du coup qu'il sera artificiel, s'il ne reste plus que lui. C'est la suite. La théorie du genre aggrave la réduction, l'homme n'a plus de sexe. Le citoyen n'a plus d'homme avec lui. Cet homme n'avait déjà pas de raison, mais maintenant il n'a plus de corps. S'identifier à ce personnage devient très difficile, car il est vraiment très contre nature. Alors, certains se sont aperçus, mais oui, ils ont dit quand même, ça ne va plus, il faut faire quelque chose. Sarkozy, vous savez, qui est si intelligent, il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Et alors, il a dit, on va refaire le citoyen. On va procéder à une petite réflexion, assez importante d'ailleurs. J'en parle à la fin de mon livre. Au début des années 2000, tout d'un coup, vous voyez apparaître le mot citoyen, qui connaît une fortune nouvelle. Alors je vous disais tout à l'heure qu'on lisait des entreprises citoyennes, des clubs de foot, des écoles. Citoyen est devenu une sorte d'adjectif, oui. Adjectif qualificatif, s'appliquant à toute institution ou personne morale, favorisant la diversité, c'est-à-dire l'immigration. Alors j'ai un ami qui m'a écrit, c'est invraisemblable, on a changé le sens du mot. Il m'écrit ceci, qu'il avait trouvé dans un journal. Il me dit, je lis dans la presse qu'il y a des restaurants citoyens. L'autre jour, j'ai entendu parler à la radio quelqu'un, non seulement d'engagement citoyen, de menu citoyen pour un banquet citoyen, mais de pommes de terre responsables. Alors, vous savez, quand on arrive là, quant aux scouts, alors n'en parle pas, les scouts de France, ils sont citoyens jusqu'au bout des ongles, il n'est pas question d'autre chose. Il s'agit tout simplement de favoriser ce que Sarkozy appelait la diversité, mot qui a un peu disparu du vocabulaire politique, mais qui reparaîtra. Il s'agit en somme toujours d'un combat, mais d'un combat plus... On ne combat plus l'étranger, on combat ceux qui ne veulent pas l'accueillir, c'est différent. Et ce combat est obligatoire, comme l'était le service militaire. M. Sarkozy a averti ses ministres en 2008, et les Français, dans un discours que je cite, qui me paraît très important, à l'école polytechnique, en 2008. La diversité, a-t-il dit, ne vous séduit pas.
Vous n'êtes pas content. Alors il faudra, a-t-il dit, que la République passe à des méthodes plus contraignantes. On nous forcera à la diversité. Et puis il se tourne vers un personnage qui a fait parler de lui. Et vous, cher Richard, qui avez tellement bien lutté pour la diversité, vous serez récompensé. C'est Richard Descoings, le directeur de Sciences Po. Il est encore là. Alors tel est le citoyen New Look, celui que nous avons finalement. Je ne dirais pas celui que vous êtes, mais enfin c'est le citoyen New Look, celui que vous devriez être. Il combat comme l'ancien, et il est manipulé comme l'ancien. Car il n'est pas armé, lui. C'est un changement important, ça aussi. Chirac a supprimé le service militaire. Non, il n'a pas supprimé, il l'a ajourné. C'est pas tout à fait pareil. On peut le remettre en service. La possession d'armes est interdite, vous le savez, hors le permis de chasse, évidemment. Les lois de programmation militaire, vous le savez aussi, ont réduit notre armée à 100 000 hommes, dont la moitié seulement est en France. Et quand je dis la moitié, je les vois toujours partir au Mali, à Nouméa, je ne sais où. Et puis, chez nous, qui y a-t-il? Oui, la moitié seulement est en France. En somme, la République peut dormir tranquille, elle n'a plus à craindre le citoyen armé, ni le citoyen tout court. Le citoyen peut, à la rigueur, manifester. Oui, il peut aller sur les Champs-Élysées, il peut aller dans les grandes villes, sur les places, crier contre le mariage pour tous, injurier les ministres, etc. Il peut le faire. Mais des forces police considérables, 140 000 hommes, c'est plus que l'armée régulière, veillent à la sécurité de la République et empêchent les manifestations de mal tourner. Le citoyen est crétinisé, désinformé, il n'a jamais été plus manipulable qu'aujourd'hui, et le Français, qui est obligé de s'identifier à lui, n'a jamais été plus qu'aujourd'hui son prisonnier. De là sans doute cette impression d'accablement que nous ressentons. On se dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que je suis d'accord avec vous là-dessus. Moi-même, je me pose des questions, je me dis, mais qu'allons-nous devenir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et nous ne trouvons pas de réponse. Et c'est pas moi qui vous la donnerai. Je suis historien, je ne suis pas un devin. Mais je pense que l'histoire peut nous aider un peu. Nous pouvons y trouver la vérité. L'histoire montre que la vraie patrie des Français ne consiste pas dans les droits de l'homme, nous le savons, mais qu'elle a été pour nos ancêtres non seulement la terre et les morts, comme disait Barrès, mais les vertus chrétiennes, la monarchie sacrée. L'histoire montre que les droits de l'homme et du citoyen sont une illusion, un mensonge, que l'être nouveau qui n'a pas de métier ni de famille est un mythe, et que ce mythe a engendré la mort des Français, le déclin de la France. Et oui, ça, nous le savons. Nous connaissons la fausse patrie, nous savons que la patrie au nom de laquelle on a envoyé les Français mourir n'était pas la vraie patrie. C'était la patrie des droits de l'homme. Mais seulement ces mensonges ont la vie dure. Alors, commençons par nous-mêmes, moi c'est le conseil que je donne. Commençons par nous-mêmes, dévoilons les mensonges, cessons d'agir en citoyens et pensons au respect. Pensons au respect de notre propre nature d'être raisonnable créée par Dieu. Rappelons-nous l'Antiquité grecque, rappelons-nous Antigone, elle veut enterrer la dépouille mortelle de son frère, vous savez. Créon ne veut pas, elle va mourir à cause de ça, mais elle va le faire quand même, non pas par devoir, mais par respect pour son frère. Que sera l'avenir de la France? Le suffrage universel, en tout cas nous en sommes certains, ne ramènera pas le bien commun. Enfin, je ne suis pas prophète, mais je pense qu'il ne ramènera pas le bien commun. Jusqu'ici, en tout cas, il ne l'a pas fait. On peut même dire qu'il a aggravé la situation. Tous les ans, on fait des progrès. On descend. On descend jusqu'au fond. Alors des gens me disent, mais quand on sera au fond, on remontera. Mais non, il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de fond. Le politique d'abord. Vous savez, le fameux axiome de Charles Maurras. Vaut-il encore? Je ne sais pas, j'en doute. Je sais seulement que nous affrontons non un régime, mais une idéologie. Si on affrontait un régime politique, on pourrait se soulever contre un régime. Mais contre une idéologie, c'est pas la même chose. Alors, commençons par nous-mêmes. Respectons en nous-mêmes notre nature, la nature de nos enfants,
dans notre prochain l'homme créé à l'image de Dieu. Et ce sera un petit commencement. Nous serons peu nombreux, et la République peut durer encore longtemps, grâce à ce qu'elle appelle la défense républicaine, c'est-à-dire des alliances imprévues, et grâce à des fortes mobilisations. Je ne sais pas, on ne peut pas dire que nous serons sauvés par les électeurs. Je suis même convaincu du contraire. Je mets dans ma conclusion qu'il faudra, pour mettre fin à la Trinité, à la fausse Trinité, une intervention des puissances supérieures. Mon éditeur était intrigué. Mais si même peu nombreux nous dénonçons le mensonge et nous démasquons le mythe, la République révolutionnaire, la République de l'idéologie perdra peu à peu de sa force et nous la verrons disparaître. Ainsi, je l'espère, si nous chassons le mensonge, la vraie cité revivra et elle puisera, comme elle l'a toujours fait, à la source grecque, et elle puisera, c'est-à-dire à la justice et à l'amitié, dont Aristote, dans son éthique à Nicomaque, vante les vertus, à la justice et à l'amitié, et elle puisera aussi, bien sûr, à la source chrétienne, animée par la charité. J'ai fini, je vais peut-être parler trop longtemps, je vous remercie de votre attention. Oui, le 3 janvier, je parlais des citoyens près de Toulouse, et le 7 janvier avait lieu cet attentat, et ces meurtres. Et alors, je n'étais pas au courant parce que je regarde peu la télévision. Mais le 9 janvier, arrivant chez mon médecin, je vois sur le mur, non pas chez mon médecin, chez mon orthophoniste, je vois un petit papier, je suis Charlie. De quoi s'agit-il? Alors on m'a mis au courant, bien sûr, et un journal un périodique catholique m'a demandé d'exprimer mon avis sur cette affaire. Et le rédacteur en chef m'a demandé si l'affaire Charlie modifiait ma conception et mon histoire du citoyen. J'ai répondu non. Non, l'affaire Charlie lui a montré que la grande docilité du citoyen, plus manipulable que jamais. On lui dit, vous êtes Charlie, il est Charlie. Et voilà, c'est tout. C'est tout, et ils sont très nombreux à être Charlie. Je me rappelle en mai 68, quand j'étais assistant à la faculté de Paris, c'est-à-dire à la Sorbonne, il y avait l'affaire Cohn-Bendit. Cohn-Bendit avait été chassé, expulsé de France pour semer le désordre. Il est rentré le soir même, parce que dans la matinée, un professeur de la Sorbonne qui s'appelait Jacques Droz avait dit « Nous sommes tous des juifs allemands ». Et dans l'après-midi, tous les étudiants de Paris avaient manifesté en criant « Nous sommes tous des juifs allemands ». C'était une préfiguration du « Je suis Charlie ». Donc, il y a eu simplement une démonstration de la docilité du citoyen, dont le pouvoir ne pouvait que se réjouir. D'ailleurs, le soir même, ou le surlendemain, Hollande était à la Philharmonique, vous savez, cette nouvelle salle de concert. Il a été acclamé par l'assistance qui s'est levée quand il est arrivé. Il avait sauvé la France. Voilà ce que je pense de l'affaire Charlie. Je crois qu'elle n'a rien changé. Et malheureusement, il nous a apporté une preuve de plus de ce fait que le citoyen est manipulable à volonté.